Bonjour, eh bien, nous sommes à la 9e émission de Lecture Plurielle. Et aujourd'hui, j'espère que vous êtes toujours aussi nombreux à nous écouter. Et aujourd'hui, mon invitée est Jeanne de la Rivière qui va se présenter à vous. Donc, bonjour à tous les auditeurs. Je suis donc Jeanne de la Rivière. Je suis avec mon mari propriétaire de l'hôtel Magon et que nous restaurons depuis bientôt 10 ans. Nous avons donc encore beaucoup de travail devant nous et la restauration, c'est quelque chose de lourd, Jeanne ? C'est quelque chose de très très lourd par moment, de très réjouissant par autres moments. Il y a des moments très difficiles et puis il y a des moments très sympathiques évidemment et comme la vie, c'est une composition de tout ça. Bien, j'ai bien connu, si je puis dire, l'hôtel Magon, il y a fort longtemps. Et effectivement, quand on le visite dans un cadre un peu plus intime, on voit que c'est une très grosse entreprise. J'ai l'habitude de dire que c'est une idée fixe, mais c'est vraiment très important. Mais vous comprendrez que Jeanne était la meilleure invitée possible pour parler aujourd'hui de notre thème, qui est donc le thème des ruines. On s'est demandé si les ruines nous donnaient le sentiment de notre déchéance ou de notre éternité. C'est un vaste programme. On sait que tout le monde s'intéresse au thème des ruines. Chateaubriand disait « Tous les hommes ont un secret attrait pour les ruines ». Et effectivement, je me souviens de très belles ruines que nous avons vues ici et là. Celle de Tipasa, dont Camus nous parle dans Nos. Celles de Mycène, qui sont magnifiques en Grèce, Mycène, la ville d'Agamemnon, et des ruines magnifiques aussi qui sont celles de Paestum. Et notre première réflexion, à Jeanne et à moi, sera donc de se dire que la mort est inhérente au thème des ruines et que cette mort, elle est double. Alors, on avait parlé ensemble du fait que les ruines peuvent être les décombres des guerres et des fléaux de toutes sortes. Et dans ce cas, elles gardent un souvenir de la destruction. Ce sont des ruines mortifères. Et il y aura un autre type de ruines, mais le thème... Je me souviens d'avoir visité Oradour-sur-Glane. Voir Oradour-sur-Glane, c'est un désastre. La ville ressuscite l'horreur. Mais je crois, Jeanne, que toi, tu pourrais nous en dire des choses d'Oradour-sur-Glane. Alors moi, je ne suis pas allée à Oradour-sur-Glane, mais j'ai vu des photos du lieu et j'ai vu aussi une page sur Internet qui présente la ville, les activités des associations, les écoles. Donc Oradour, c'est à la fois une partie que le général de Gaulle a souhaité conserver comme mémorial de ce qui s'est déroulé comme horreur, mais c'est aussi une ville qui continue de vivre. Et donc on a construit à côté de ces bâtiments qui ne sont pas vraiment des ruines encore, parce que c'est trop proche de nous. C'est vrai, oui. Il reste quelque chose de très lisible dans ces vestiges. Et qui sont conservés comme tels, donc qui sont encore loin de s'effondrer et d'être mystérieuses, parce que la ruine parle d'une civilisation qui a disparu. Là, on a un événement qui fait que la ville a été très endommagée et surtout qu'il y a eu derrière de l'humain très endommagé, mais c'est un mémorial plus qu'une ruine, cet élément, et la vie a repris autour parce que notre civilisation est encore en cours. Donc, ça ne s'est pas effondré, c'est pas totalement terminé. Et comme tu le dis, la civilisation n'est pas abandonnée, oubliée. Moi, j'ai bien aimé ton expression, c'est un accident dans l'histoire d'une civilisation. Et c'est vrai. Et tu disais que tu ne voyais pas un village, une usine, autre chose, détruit comme une ruine. C'est ce que tu voulais dire, que ça appartient encore à la civilisation. Et moi, j'ai bien aimé ton terme de grille de lecture. Donc, tu penses que les ruines qui restent, elles nous permettent de lire quelque chose qu'on pourra peut-être mieux lire si on essaie de les retrouver. La ruine, c'est un vestige du passé. Et selon le temps qui s'est écoulé entre la civilisation utilisant le bâtiment, parce que quand on parle de ruine, on parle de bâtiments dont l'usage a cessé depuis un temps assez variable. Le bâtiment a une lecture claire quand il est en usage,
Et puis un jour il va être abandonné parce que la civilisation évolue ou parce que tout disparaît dans la vie autour de ce bâtiment. Et puis la nature va reprendre ses droits et envahir ou embellir selon le lieu, selon le climat, selon les circonstances naturelles qui sont autour de ce bâtiment. Et ce bâtiment va peu à peu perdre son sens originel. On n'en retrouve que l'ossature au bout d'un certain temps. Et ensuite, à celui qui voit ce qu'il reste, d'essayer de lire ce qui s'est passé. Alors, si on est très très proche, on a encore la mémoire de quelques générations avant, donc on va savoir décrypter. Et plus on s'éloigne, plus on a perdu le fil du mode de vie, et plus ça va être difficile d'en faire la lecture. D'accord. Et donc, on avait parlé de tout ça. Il s'attache aux ruines d'une puissance émotionnelle très grande. Et selon moi, elle nous rappelle notre condition de mortel, cette confrontation de l'homme au temps. Je me souviens avoir vu, on n'en avait pas parlé de ça, mais ça m'est revenu à l'esprit d'un château qui est juste à Douvres et qui était le château d'un ancien roi. Et c'était extraordinaire parce qu'on a visité la chambre et j'ai compris là comment c'était différent l'intimité autour des rois. Il y avait des tentures, la pierre, et on se dit que c'est très différent de ce qu'on connaît comme chambre, mais effectivement, comme tu dis, ça nous permet de voir comment fonctionnait un certain passé. Et là, la ruine, elle prend un sens profondément émotionnel, je trouve. Je ne vais pas dire que je me sentais dans le rôle de la reine, mais il y avait quelque chose comme ça, quoi. C'était marrant. Et donc, elles nous confrontent à notre propre mort parce qu'elles sont quand même ce que nous avons construit. Mais il y a ces ruines muettes, et je trouvais intéressant qu'on parle de ce poème d'Hérédia, L'oubli, et ce poème nous le montre. Est-ce que tu veux le lire, Jeanne, ce poème? Parce que peut-être si nos auditeurs ne le connaissent pas, c'est un très beau poème. Donc José Maria de Heredia a écrit L'oubli. Le temple est en ruine au haut du promontoire, et la mort a mêlé dans ce fauve terrain les déesses de marbre et les héros d'airain, dont l'herbe solitaire ensevelit la gloire. Seul parfois un bouvier menant ses buffles boire de sa conque où soupire un antique refrain, emplissant le ciel calme et l'horizon marin, sur l'azur infini dresse sa forme noire. La terre maternelle et douce aux anciens dieux, faite à chaque printemps vainement éloquente, au chapiteau brisé verdit une autre acanthe. Mais l'homme indifférent aux rêves de ses aïeux écoute sans frémir, du fond des nuits sereines, la mer qui se lamente en pleurant les sirènes. Je trouve que dans ce poème, on a quelque chose qui est là, qui se montre et que personne ne regarde, donc une ruine dont personne ne fait la lecture. C'est peut-être le sort des ruines pendant très longtemps avant qu'on commence à s'y intéresser. D'ailleurs, l'endroit semble également très désert. Bon. Seul parfois un bouvier menant ses buffles boire passe dans le secteur. Visiblement, ça ne l'émeut pas beaucoup. C'est vrai. Mais c'est souvent ce qui fait que la ruine le devient, c'est que personne ne s'intéresse. Si on s'intéresse, on fait quelque chose, on évite la déchéance du bâtiment. C'est un peu ce qu'on fait, nous, comme travail dans notre restauration. On parle de ruines, ce qui est assez paradoxal, puisque notre travail au quotidien, c'est d'éviter que le bâtiment devienne ruine. Oui, c'est ça. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et c'est vrai que là, ce qui m'avait frappé dans ce texte, c'est que le temple est en ruine, c'était ruine au singulier. Et donc, c'était vraiment pas les décombres, quoi. Mais cet homme, il est indifférent. Et je trouve que ce que tu dis, Jeanne, que entendre le message des ruines, eh bien, c'est sûr que c'est bien. J'avais beaucoup aimé ce que tu avais dit, à savoir que les ruines ne sont jamais muettes. Ce sont les hommes qui sont sourds et aveugles à leur message. C'est on ne peut plus vrai et on ne peut plus intéressant. Et effectivement, il faut qu'elle trouve un écho en nous pour être décryptée. Et donc, on peut dire que si elle trouve un écho en nous, quelque chose va perdurer dans la ruine, qui serait la mémoire de ce qui a disparu.
Alors, les ruines, elles sont le témoignage de ce qui n'est plus après le passage du temps, et elles sont davantage mémoire qu'oubli. Et je trouve qu'il réside là une certaine ambiguïté, parce que, en dépit des fragments que sont devenus le bâti des hommes, eh bien, ces fragments conservent la mémoire d'un principe de construction, et on peut prendre pour démontrer cette idée les colonnes qui subsistent d'un temple antique et qui disent encore l'ordonnance et le rythme de l'ensemble. Et quand on avait regardé toutes les deux les ruines de Paestum, toi aussi, tu avais ressenti les choses, je pense, de cette façon. C'est une épure de l'œuvre originelle, une sorte de stylisation, comme si finalement l'usure du temps révélait l'essence de la forme ancienne. Et c'est amusant de dire que la ruine, elle peut être la résistance de la forme. Et donc ces temples de Paestum, ils sont posés sur l'herbe, ils sont vraiment peut-être encore plus essentiels qu'au moment où ils étaient utilitaires, polychromes, couverts de tôle, un petit peu comme les temples du Parthénon. Et donc, est-ce que toi, quand tu as vu ces temples, bon, tu m'as dit que tu connaissais pas Paestum, mais est-ce que tu as eu cette impression que moi j'ai pu avoir que c'était des ruines vivantes? Je sais pas pourquoi, si c'est parce que l'herbe frissonne au milieu, mais ça m'a pas semblé le sentiment d'abandon qui naissait en premier. Alors, c'est amusant parce que j'ai vu des photos. Alors, encore une fois, je fonctionne avec des photos. Oui, mais elles sont belles. Hein. Elles sont très belles, mais sur les photos, l'herbe ne frissonne pas. Et voilà. Alors, on perd quelque chose quand même. L'ordonnancement de l'ossature du bâtiment est remarquablement conservé, oui. C'est extraordinaire. Dans cet écrin de nature, parce que l'herbe est rase comme si elle avait été tondue hier, il y a des arbres, mais ils sont pas trop proches, ils viennent pas s'encastrer dans la pierre, ils viennent pas démolir en poussant. Enfin, on a vraiment l'impression que quelqu'un a fait ce jardin en mettant ces colonnes au milieu. Et ce qui nous manque, ce qui devient difficile à lire si on n'a pas l'histoire de la civilisation concernée, c'est comment tout ça a été agencé. Ça servait à quelque chose. Nous, on a l'ossature, mais on n'imagine pas vivre aujourd'hui dans ces colonnes. Si on imagine des cloisons qui pourraient être en bois ou en toile, un chemin entre ces colonnes, une distribution des pièces, comme on a des pièces dans une maison ou un appartement aujourd'hui, on aura une image complètement différente de cet endroit, et parallèlement, c'est le même lieu qui nous semble grandiose et qui servait dans la petite vie quotidienne. Il fallait avoir des pièces à des dimensions rationnelles. C'est un peu surréaliste. C'est vrai. On va faire une petite pause musicale pour revenir à notre sujet un petit peu plus loin. Donc on se disait que quand on bâtissait, il y avait un ordre qui était imposé au monde. Et peu à peu, la nature reprend ses droits, elle se mêle aux ruines, ça donne une œuvre nouvelle, ça défait ce que l'art a fait, et on a une sorte d'accord retrouvé entre cette union des contraires. C'est amusant, l'homme bâtit, la nature prolifère là où le temps a détruit. Et tu m'avais parlé d'une chapelle, et c'était absolument extraordinaire. Je ne sais pas où elle est, oui. Je ne l'ai jamais vue, mais bon. Si vous vous promenez dans Saint-Malo et dans la campagne et que vous faites des marches, etc., vous la rencontrerez sûrement. Je vous laisse la rechercher si cela vous intéresse. Une chapelle qui est au bord d'une route, qui appartenait à un grand enclos d'une malouinière qui je crois, a péri dans les flammes, et dont il ne reste que la chapelle. Et cette chapelle a un arbre qui pousse au milieu. Donc le toit, évidemment, est un peu éventré, parce que l'arbre fait pratiquement 80 cm de diamètre, de mémoire. Il y a longtemps que je ne suis pas allée le voir.
voir. Les branches poussent, cassant les vitraux, le toit est... Donc là, la nature, en reprenant ses droits, fait avancer l'état de ruine à très grands pas. C'est une impression complètement contraire à celle que l'on peut avoir auprès du temple de Mycène ou au contraire... de Paestum. De Paestum, où on a cette impression d'écrin naturel pour cette pierre qui est là et qui va rester indéfiniment en place. Là, on sent bien que quelques années vont suffire pour que les murs tombent à leur tour et qu'il n'en reste rien. Alors, sauf si quelqu'un prend l'initiative de faire quelque chose pour cette chapelle. Alors j'ai vu, quand on me promenait à Mycène, donc je te disais, Jeanne, que ce palais d'Agamemnon, il s'intègre dans le rocher comme s'il était destiné à ça de toute éternité. Et là, il prend une dimension très très forte. Quand on est à Mycène, on n'a pas l'impression d'une ruine, on a l'impression de voir la gloire d'Agamemnon. C'est quand même paradoxal, il ne reste plus rien. Et c'est là qu'on entend finalement le fracas des batailles. On entend Agamemnon, la guerre de Troie, alors qu'il y a un oiseau qui chante à Mycène. Je ne sais pas si c'est toujours le même. Et il y a, c'est tout intégré dans la nature. Mais c'est extraordinaire. Cette terrasse, on entend encore l'assassinat de Clytemnestre. C'est fabuleux. Et il y a aussi dans ces ruines de Tipasa, où Camus écrit « Dans ce mariage des ruines et du printemps, les ruines sont redevenues pierres et perdant le poli imposé par l'homme, sont rentrées dans la nature. » Ça fait une autre œuvre d'art. Alors, puisque tu es restauratrice et pour bien connaître l'hôtel Magon, pour y être allé beaucoup en visite, franchement, quel rôle particulier va jouer la restauration en face des ruines du temps, des choses qu'on doit restaurer? Je voudrais quand même juste dire un mot sur l'onomastique, parce que ça m'a paru très intéressant de voir qu'il y a des fragments, et que du fragment, on passe au vestige, qui a une autre connotation presque sacrée, et que du reste, on passe à la relique. On dit jamais les restes du Christ, on dit toujours les reliques, parce que ce qui reste, ça prend un caractère sacré, comme si on reconstruisait l'histoire en vision esthétique. Alors moi, ce que je trouve formidable, c'est que tu nous dises, Jeanne, quel rôle joue la restauration? Alors, pour moi, c'est quoi restaurer, en fait? Pour moi, déjà, il y a deux mots dont il faut apporter la définition. Il y a restaurer, qui consiste à remettre dans l'état d'origine. Alors, dans l'absolu, on peut dire dans l'état d'origine de la construction. Il est vrai que comme une civilisation, c'est aussi une évolution. Souvent, les bâtiments ont été arrangés au fil des générations pour répondre à de nouveaux besoins. Donc, quelquefois, il faut se mettre d'accord sur un moment choisi pour restaurer, remettre dans l'état où c'était à telle ou telle époque. Donc, on n'est pas obligé de choisir le moment de la construction. Ça dépend un peu des lieux et de l'intérêt historique des choses. Et puis, il y a la conservation. C'est dans l'état initial, dans l'état originel, mais ça s'abîme avec le temps. Et donc, il faut entretenir pour conserver dans cet état. Voilà, donc ça, c'est vraiment deux choses qui sont importantes quand on a en charge un bâtiment. Restaurer et conserver. Restaurer et conserver. Il faut aussi se dire que pour restaurer et conserver, il faut que le bâtiment serve. Ça n'a pas de sens de restaurer et de conserver un bâtiment vide, parce que d'abord, il ne se conservera pas. Et pour que le bâtiment se conserve, il faut y vivre. Ça veut dire que on est obligé de faire quelques entorses à cet état originel. Parce qu'on ne peut pas faire vivre aujourd'hui des gens dans un château du Moyen-Âge comme on vivait au Moyen-Âge, ça ne fonctionnerait pas. Il y a un décalage de civilisation qui fait que ça ne pourrait pas fonctionner. Donc soit on garde un château comme il était au Moyen-Âge, mais c'est une coquille vide. Soit les gens vivent dedans et il faut admettre qu'on leur fasse une salle de bain. Au minimum, je dirais, qu'ils aient un mode de chauffage, etc. Donc il y a des choses comme ça qui sont un petit peu sur le fil du rasoir. On conserve au maximum, mais si on veut conserver, il faut que ça vive. Et si on veut que ça vive, il y a un minimum d'évolution à apporter au bâtiment. Voilà. Donc
c'est un gros travail que la restauration, c'est un grand chantier. On sait quand on commence, on ne sait pas quand on finit. Ça, c'est certain. Parce que c'est vrai que pour en avoir parlé avec toi, quelquefois, un travail de quinzaines de jours, de plusieurs mois, eh bien, c'est fourmi, c'est pourtant nécessaire, mais c'est fourmi par rapport à tout ce qu'il y a à faire. Et donc, c'est très intéressant de parler de ce travail-là. Alors, pour revenir à ce chantier, moi, je vais revenir au chantier de Tipasa, où Camus, au milieu des ruines, il a le sentiment de participer tellement à la beauté du monde que c'est au point qu'il ne meurt plus. Et je ne sais pas si quand on est dans l'hôtel Magon, mais pour avoir vu Olivier déguisé en corsaire, peut-être que ça marche. Hein. Je ne sais pas si dans l'hôtel Magon, finalement, on est corsaire au bout d'un temps. Mais moi, je ne suis pas loin de le penser, tu vois. Alors, je ne sais pas si on devient corsaire, effectivement, en vivant là. J'ai pas ce sentiment en travaillant autour de ce bâtiment. Je ne crois pas qu'Olivier non plus. Ce sentiment d'éternité oui. Et d'immortalité. D'immortalité pour le bâtiment, non, faut pas exagérer. Immortalité, c'est peut-être un peu trop infini, mais prolongement de la vie, ça c'est certain. En tant qu'acteur de cette restauration, quand je parle du prolongement de la vie, je parle du prolongement de la vie du bâtiment. En tant qu'acteur, je me sens, et je peux parler pour nous nous sentons plus des maillons dans la grande chaîne de personnes qui au cours de leur vie, vont permettre à ce bâtiment de se conserver. Alors, de manière très diverse d'ailleurs, puisque certains de ces maillons permettront la conservation de ce bâtiment sans y avoir jamais rien fait, paradoxalement. C'est parce qu'ils n'ont rien fait, et donc parce qu'ils n'ont pas modifié, remplacé un bois par un autre, ou un bois par un autre matériau d'ailleurs, qu'ils vont contribuer à la conservation du lieu. Alors, il y a ceux qui vont faire beaucoup de choses, et puis il y a ceux qui n'auront rien fait, et dans les deux cas, on aboutit à la conservation du lieu, ce qui est quand même paradoxal et extraordinaire. Alors, une dernière pause musicale avant d'arriver à notre conclusion. Donc peut-être que j'ai bien compris tout ce que tu dis là, et peut-être qu'il faut être poète. En tout cas, les poètes, ils ont un petit peu, les poètes, les écrivains, perçu cette éternité, mais effectivement, c'est peut-être une histoire d'écrivain. Alors, Camus écrit cette très belle chose. J'avais toujours su que les ruines de Tipasa étaient plus jeunes que nos chantiers ou nos décombres. Le monde y recommençait tous les jours dans une lumière toujours neuve. Ô lumière, c'est le cri de tous les personnages placés dans le drame antique devant leur destin. Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible. Voilà. Alors, Béatrix Balteg a écrit de très belles choses sur le temps, sur les ruines. Si tu veux lire le premier poème, on terminera par ça, et puis tu apporteras ta conclusion. J'aime beaucoup celui-là. Oui. Pierre poli, équarri meurtri, le grain s'affine, le temps peaufine, reste la trame. Ça ne parle que de la pierre. Ça veut dire qu'on a déjà éliminé tout ce qui était enveloppe, tout ce qui était aménagement complémentaire. On a la structure, et encore est-elle patinée par le temps, et c'est une vraie observation. Et on a ce mot reste, la trame qui rend très beau le reste. Combien de temps faudra-t-il pour engloutir cette vie de pierre tenace ? Le lézard du temps passe le couperet. Belles et droites, vous affirmez l'éternité de ce qui est. Ça aussi, c'est très beau. Et je te laisse terminer sur le dernier de Béatrix. Avec berceau où le temps s'est endormi, tombeau où la vie boit à l'infini, qui ose dire le nom des ruines, meurtrit le sens.
Ce sont de très beaux poèmes, et c'est sur ces poèmes de Béatrix Balteg, qui est une poétesse malouine, que Jeanne, tu vas peut-être apporter ta conclusion avant que j'annonce l'émission prochaine. Eh bien, dans ces poèmes de Béatrix Balteg, on retrouve exactement ce que l'on évoquait tout à l'heure. Les ruines ne sont pas muettes, il faut les regarder, il faut les écouter pour comprendre ce qu'elles étaient, et parfois on a besoin d'un petit peu le support d'informations historiques pour pouvoir les comprendre, quand on est tellement éloigné du moment où ce bâtiment avait une vie. Donc, quand vous voyez des ruines, essayez de creuser. Les ruines parlent à l'esprit, et à nous de réfléchir et de comprendre comment elles fonctionnaient. C'est une très belle conclusion. Je vais donc vous dire que nous nous retrouverons à la fin du mois de février pour la lecture plurielle numéro 10. L'invitée sera Marie Robin, et ce sera autour du thème de la douleur. Nous parlerons du texte de Marguerite Duras, La douleur. Il me reste, Jeanne, à te remercier infiniment pour ta participation à Lecture plurielle. Tu sais que je suis une fan de l'hôtel Magon, que j'y suis venue un nombre de fois incroyable, et c'était vraiment avec toi que j'avais envie de faire cette émission. Donc je te remercie beaucoup d'y avoir participé. Mais Charlotte, je te remercie de m'y avoir invitée.